Alors, mes chers collègues, nous achevons une série d'auditions de ce jour par une table ronde, si je puis dire, réunissant les organisations syndicales des employés et des salariés des huissiers de justice, et plus précisément pour la CFDT Service, M. Manu Lecaux, secrétaire national, pour la CFTC, M. Jean-Marc Verbeck et Philippe Carlot, conseiller politique. Pour la CGT Fédération des sociétés d'études, M. Noël Lechat, secrétaire général, ainsi que M. Pascal Canet et Jean-Michel Jimenez, secrétaires fédéraux. Pour la SPAAC CFE-CGC, Mme Véronique Médina, membre du bureau. Pour FECFO, Mme Catherine Simon, secrétaire de la section fédérale des services, et M. Jean-François Simon, négociateur de la branche des huissiers, et pour l'UNSA, M. Éric Montagu. Mesdames et messieurs, notre mission d'information sur les professions juridiques réglementées mène une réflexion globale sur le statut, l'organisation, la gouvernance, la nature et les tarifs des prestations de ces professions, ainsi que sur leurs conditions d'accès, d'exercice et d'installation. Nous souhaiterions recueillir votre position également sur la création avancée d'une profession unique de l'exécution judiciaire, envisagée à ce stade par le gouvernement. Dans cette optique, il nous a paru essentiel de recueillir le point de vue des personnels, des huissiers de justice, afin d'appréhender sous un angle différent les réalités qui nous ont été décrites par la représentation ordinale et patronale de cette profession. Je vous cède à présent la parole pour de brefs exposés liminaires qui seront suivis ensuite de questions de mon collègue Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur, et peut-être de nos autres collègues qui nous rejoindront. Je rappelle que cet entretien est ouvert à la presse et je vous laisse, en sachant que nous avons 1 heure d'audition. Donc je vous demande d'être aussi concis que possible, de sorte que vous puissiez tous vous exprimer, que nous puissions débattre. Puisqu'il faut que j'ouvre les hostilités. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, tout d'abord, remerciements pour cette table ronde auquel vous nous avez invité à participer. C'est vrai que dans le climat actuel, qui était légèrement anxiogène, puisqu'on a vu apparaître ce débat sur déréglementation des professions judiciaires, avec un rapport qui nous est apparu de manière non officielle, avec des choses qui étaient un petit peu compliquées à cerner. Donc on est vraiment ravis d'être présent aujourd'hui pour pouvoir apporter quelques explications et vous apporter la parole des salariés. Pour la CFDT Service, donc, qui est compétente sur l'ensemble des branches professionnelles des professions juridiques, je vais vous faire plus part du sentiment global que peut-être aujourd'hui sur cette profession des huissiers. Tout d'abord, nous regardons n'importe quel projet de réforme ou de loi selon divers prismes. Et le tout premier, c'est l'emploi. Actuellement, en période de chômage de masse, c'est vraiment ce qu'on regarde. Alors, chat échaudé, craignant l'eau froide, c'est vrai qu'on part sur un historique qui a vu il y a quelques années la disparition d'une branche qui était la branche des avoués. Et pour ne pas vous le cacher, c'est vrai que beaucoup de salariés sont restés sur le carreau au moment de cette réforme. Donc c'est vrai qu'on regarde avec une certaine, j'allais dire, technicité ce qui pourrait être fait, mais on part sur qu'est-ce qu'on pourra faire et qu'est-ce qu'on pourra amener pour les salariés avant tout et comment sera-t-il la question de l'emploi. Parce qu'on parle aussi, ici ou ailleurs, de baisser les actes, le coût des actes, donc évidemment baisse éventuelle du chiffre d'affaires, et il y aura toujours des répercussions ou sur l'emploi ou sur les salaires. Et en cette période j'allais dire un peu difficile sur les salaires, c'est quelque chose qui pourrait être impacté. Donc on regardera ce qui peut être fait, mais c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Il faut savoir que dans la branche des huissiers, notamment, les salaires sont pas ce qu'on peut peut-être, j'allais dire, imaginer. La plupart, la majorité sont en dessous de 1,6 SMIC. Donc, ce n'est pas des salaires non plus extrêmement élevés. Après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est les garanties conventionnelles. Parce que quand on parle de branches, on parle aussi de régimes qui se sont créés avec l'histoire, avec
j'allais dire des hauts et des bas, mais souvent des choses qui apparaissent extrêmement importantes pour les salariés, c'est-à-dire que ce soit sur la classification, sur les formations professionnelles qui peuvent être délivrées dans ces branches, avec la reconnaissance des compétences qui sont, j'allais dire, qui sont la richesse de n'importe quelle entreprise, c'est les salariés qui sont formés. Donc, j'allais dire, la vision du respect des garanties conventionnelles acquises à travers le temps, c'est aussi quelque chose qui nous paraît extrêmement important. Et dans ces garanties conventionnelles, il ne faut pas oublier quelque chose qui est aussi extrêmement important, c'est la protection sociale. Donc sur les diverses branches, il y a des caisses, que ce soit sur la prévoyance ou la retraite, qui ont pu se constituer et qui sont des éléments, j'allais dire, où les salariés aussi se reconnaissent. Donc quand on regarde d'éventuelles modifications de champ pour nous, syndicalistes, d'une convention collective qui est négociée je vais dire, entre partenaires sociaux, c'est quelque chose qu'on regarde aussi parce que c'est extrêmement prégnant. Donc il faut regarder toujours comment on fait avec ces choses qui peuvent paraître connexes, mais qui sont extrêmement difficiles. Et on a eu, à chaque fois il y a des regroupements, il y a toujours ces quelques difficultés. Alors pour regarder quelque part ailleurs que chez les salariés, quand il y a eu la création du RSI chez les indépendants, on s'est aperçu que cette difficulté de la mise en place de conventions, d'un régime social est toujours extrêmement compliqué quand on ne l'a pas pris en amont. Donc c'est pour ça que j'alerte un petit peu la représentation nationale sur ces difficultés qui pourront apparaître. Et après, ce qu'on regarde, parce que là c'est aussi, je vais dire, notre rôle de syndicaliste, c'est l'intérêt général. Dans les trois, c'est vrai que je le mets en troisième, mais c'est quelque chose qui de toute façon est extrêmement prégnant. Donc dans l'intérêt général, bien évidemment, il y a les sécurités juridiques sur lesquelles s'est constitué partie notre état de droit. Donc des choses sont apparues, sont disparues, notamment sur la signification. Donc a priori, si j'ai bien compris, ça resterait dans les prérogatives des huissiers, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous aussi syndicalistes. Et sur la couverture territoriale, là c'est aussi quelque chose qui est important. L'accès à la justice et à son exécution nous paraît extrêmement essentiel. Donc les possibilités de création, on est tout à fait ouvert à regarder les possibilités d'installation supplémentaires. On peut même regarder comment on peut faire un peu plus de solidarité aussi dans la branche, peut-être avec un système de péréquation qui pourrait aller j'allais dire, de là où il y a un peu plus d'activité vers là où il y en a moins pour qu'il y ait vraiment cette couverture territoriale. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut regarder assez avec un œil, j'allais dire, plutôt positif dessus. Après, sur les questions, sur la création, moi, et on se méfie toujours pas des fausses bonnes idées, parce que je ne voudrais pas non plus penser qu'on est contre, mais le guichet unique, c'est vraiment quelque chose de toujours extrêmement complexe. Et moi, je regarde toujours, et la CFDT regarde souvent, d'expériences qui a été faite, et notamment quand on a regroupé, au hasard, NPE et l'UNEDIC, on a vu qu'il y avait ces difficultés à mettre en œuvre quelque chose, parce que c'est des métiers extrêmement différents. Ce sont des professionnels dans l'ensemble des branches qui ont des activités différentes. Donc, quand on va vers quelque chose qui amène des salariés à peut-être éventuellement faire notre métier, on sait qu'il faut mettre, j'allais dire, de l'investissement sur la formation. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, c'est-à-dire quoi qu'il puisse évoluer, c'est les salariés qui seront toujours sur la sellette, qui auront des difficultés éventuellement à accéder à un nouveau métier ou à élargir leurs compétences. Donc là, c'est vraiment quelque chose où je tiens à vous alerter, c'est sur cette obligation de maintenir dans l'emploi les salariés, et notamment par la formation continue. Donc c'est quelque chose, j'espère, qui sera repris en compte dans les suites des travaux. Voilà, pour ne pas faire trop long et laisser la parole aux camarades, je vais m'en arrêter là. Mais s'il y avait des questions, bien évidemment, je répondrai. Merci. Merci beaucoup. Pour la CFTC. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, nous sommes CFTC. Moi, je ne suis pas trop sur les chiffres, j'aimerais bien parler de ma profession de clerc significateur, parce que j'ai toujours un petit peu l'angoisse, comment ça s'appelle, de la suppression du poste et d'être transmis à d'autres organismes privés. Je suis au bureau de signification de Paris depuis plus de 30 ans. Et je ne sais pas si vous avez reçu le président Calip, qui vous a fait, je ne sais pas, l'organigramme d'une étude. Enfin, vous avez l'huissier de justice, vous avez le clerc expert, le clerc procédure, secrétaire comptable, et après vous avez le clerc significateur, qui lui n'est pas sédentaire, qui est en permanence à l'extérieur. Ce n'est pas un métier facile. Avec la conjoncture actuelle, vous avez de plus en plus maintenant d'agressivité, les gens sont à bout, charges sociales, etc.
C'est un métier d'enquête sans avoir l'uniforme, sans avoir des cartes de police. C'est pas facile. Et quand je suis rentré au bureau de signification de Paris, ça date de 91, mais je suis rentré au début 80, la première chose qui était sur mon livre de clerc significateur, c'était un travail délicat, souvent ingrat et toujours éprouvant que la signification des actes de notre profession. Donc on essaie de l'assumer avec un maximum de sérieux. Nous sommes rémunérés sur le transport. Vous savez quand un huissier, nous sommes dépendants du tribunal de grande instance, c'est 7,48 €. Prise en charge de taxi, à Paris, c'est 2,50 €. Et après, il y a la course qui... Et donc, c'est un peu d'angoisse de laisser ça à des tierces personnes qui ne sont pas dans la profession, qui n'auront pas été à l'école nationale de procédure. Et la libéralisation, comme ça me fait un peu peur. Un peu ce qui s'est produit pour les taxis. Ça n'a pas fait baisser les tarifs et c'est devenu une jungle sur Paris et même en province. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? S'il y a toujours du sérieux, les salaires ne sont pas énormes. Vous avez la grille des salaires. Nous avons 1 500 € bruts en démarrant. Et là, j'ai le salaire d'un de mes collègues qui a plus de 20 ans de métier. Il est à 1 788. Voilà. Donc, j'ai pas l'impression de... Enfin, on n'a pas l'impression d'être d'abusé. Voilà. Sinon, si vous avez des questions sur les significations qu'on peut rencontrer, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Il faut être diplomate, il faut avoir de la confidentialité, il faut du respect, et parfois il faut vraiment... Moi, j'ai déjà été séquestré 1 heure, un jour. J'ai même pas porté plainte, j'ai été simplement faire une main courante de peur que la personne s'automutile pour m'accuser. Vous voyez, donc il faut être... en fin de compte, on est un petit peu le tampon entre le créancier et la personne, quand elle vous voit arriver, elle ne pense pas au magistrat qui a statué. Elle ne pense pas à la banque qui va réclamer. C'est l'huissier de justice ou son clerc. Et à partir de là, vous pouvez tomber sur des dérapages, des délires verbaux, agressifs, etc. Donc, j'aimerais bien que ça reste entre nos mains, que ça ne soit pas comme une sorte de monopole, mais du respect pour tous les Français, puisque je vous dis, que ce soit à Marseille, dans la Creuse ou en région parisienne, ça sera toujours 7,48 € et on aura le même respect pour chaque personne, que ce soit un organisme d'État ou que ce soit un particulier ou une entreprise. Voilà, si vous avez d'autres questions. Et vous faites tout pour trouver la personne, vous montez Alors, parce que vous savez, ça a été... en matière de juridique, pour un clerc significateur, c'est la règle, c'est de signifier à personne. Donc ça, c'est le plus facile. Quand il est chez lui, le problème qui se pose, vous avez par exemple un renouvellement de bail, vous rencontrez l'épouse et elle vous dit que son mari est absent et qu'il peut être par exemple à 3 ou 4, 5, 10 km ou 50 km, si c'est dans le rayon d'action de la compétence, il faut vous transporter pour signifier l'acte en indiquant où vous l'avez remis sur son lieu de travail. Ça, c'est la loi. Si en arrivant, on vous dit il est retourné chez lui, vous revenez normalement leur signifier. Non, ça ne se fait pas... Mais c'est la loi. Ça m'est arrivé de temps en temps. Vous pouvez aussi signifier dans la rue. Toujours dans la compétence, vous pouvez avoir quelqu'un qui prend... Ça m'est arrivé pour un avocat qui venait chercher des pièces et qui partait sur Évreux. En face de la gare Saint-Lazare, j'ai rejoint avec sa secrétaire et je lui ai signifié une copie urgente. Et alors, hormis ça aussi, quand vous signifiez les actes, vous pouvez avoir des rectifications à faire sur place. Forme de société. Une personne peut devenir veuve, une personne peut se marier. Vous pouvez avoir une erreur d'adresse. Enfin, moult choses peuvent se présenter et vous êtes seul devant le client, physique ou personne morale, c'est une société. Et là, il faut réagir très vite. Voilà. Alors maintenant, j'ai entendu parler aussi qu'on voulait faire beaucoup de procédures dématérialisées par mail. Moi, j'ai une bonne partie de ma famille qui est en Bretagne. Je peux vous dire que tout le monde ne possède pas Internet. Je parle dans les personnes qui ont 60 ans et plus. Supposer que la procédure dématérialisée n'est pas l'obstacle d'Internet, que tout le monde ait Internet, est-ce que vous considérez quand même que la signification par voie de clerc est apporte... La présidente, je vais vous dire une bonne chose. Quand je me présente chez les gens, que la chose a été signifiée, ils sont un peu perdus. Donc, on leur indique les voies de recours, verbalement. Quand ils sont en bout de procédure, souvent ce sont des commandements aux fins de saisie-vente, on leur dit que sous 8 jours, il va y avoir une saisie mobilière ou une saisie bancaire.
Donc, l'huissier est conciliant, hein, ça ne sert à rien de saisir 3 canapés, il vaut mieux trouver un échéancier. Les voies de recours, ça peut être les cours d'appel, ça peut être... enfin, moult choses. Une personne qui peut être... qui s'approche de la voie d'expulsion, on le dirige vers le greffe pour essayer, s'il n'a pas les moyens de trouver l'aide judiciaire. Enfin, vous voyez, il y a je ne dirais pas 6 ans de social, il ne faut pas abuser non plus, mais on essaye d'apporter des réponses dans un délai très bref sur la signification. Après, on ne rentre pas non plus dans la procédure. Voilà. Et ça, je ne pense pas que ça puisse être remplacé par un facteur ou une personne, ou même de FedEx qui va déposer quelque chose. Enfin, les gens sont un peu désespérés. Hein, je vous dis, donc, le mot huissier, déjà, ça traumatise, mais au moins, ils ont une réponse. Ils ont quelqu'un de professionnel devant eux. Vous, en tant que clerc habilité, c'est ça? Oui. Vous faites combien de significations par mois? Alors, par jour, je sais par pas. mois, disons, je vais vous dire, entre 800 et 1000. Mais sur Paris, il ne faut pas prendre la base de Paris, c'est très particulier, parce que vous êtes une étude d'huissier dans la Creuse, il va faire moult kilomètres par jour pour 4 actes. Vous voyez, on peut pas. Mais par contre, c'est le même tarif vis-à-vis du. Enfin, ça, c'est pour les actes judiciaires. Après, il y a les actes extrajudiciaires où là, l'huissier prend des tarifs comme un avocat. Enfin, il choisit en fonction du. S'il a un constat à faire, si c'est la tour Montparnasse pour de l'amiante, il ne prendra pas la même chose. C'est sûr que. Voilà. Enfin, je pense qu'on essaie d'être le plus juste possible avec nos faibles moyens. Et oui, mais voilà, ou extrajudiciaire. Ça peut être des renouvellements de baux, des congés, des oppositions à vente de fonds de commerce. Vous voyez, c'est toute une... Et on fait aussi en matière pénale. Des citations, recherche de témoins pour les cours d'assises, tribunal de police pour les infractions au code de la route, ça peut être aussi correctionnel, coups et blessures, etc. Enfin, contrefaçon, enfin, toute la variété de la procédure. Temps en fait de discuter avec la personne, parce que je pense que 800 à 1000 actes par mois, vous avez vous avez des sociétés où vous venez régulièrement, donc vous êtes face à des juristes. Par exemple, vous avez j'ai le VMH, donc souvent je viens pour les contrefaçons, donc je rencontre des juristes, je ne vais pas leur indiquer le process, puisque de toute façon ils le font régulièrement. Mais sur cette quantité, vous allez avoir, je vais vous dire, 30% de gens qui ne sont pas habitués à recevoir des assignations. Vous avez le commerçant qui va régulièrement être sujet au RSI, à l'URSSAF, qui lui commence à être habitué, mais c'est les 30% qu'il ne faut pas, ou les 40% qu'il ne faut pas mettre dans la masse, quoi. Et en province, je pense que là, on arrive à 80% de gens, ils ne sont pas du tout habitués à la procédure. Voilà, sinon... J'ai une dernière chose à vous dire, ça vient de M. Jean Sauveste, qui est directeur de l'ENP en 1991, et... Ce ne sera pas long. Il a dit à diverses reprises dans l'histoire procédurale, d'aucuns ont été tentés de remplacer notre signification prétendue trop lourde et trop coûteuse par d'autres modes de notification. Que de déception, il serait cruel de constater que toujours et immédiatement des difficultés sans nombre ont surgi et que souvent le seul remède idoine s'est révélé être le mal que l'on pouvait combattre. Un retour simple à notre signification. En vous remerciant. Tout le monde a reçu sa convocation, de votre part. Moi, je ne la recevais pas. Donc, j'ai demandé à ma fédération pour quelle raison. Sur Valérie, quelqu'un de chez vous avait mis juste un tout petit accent. Et je ne recevais aucun document de l'Assemblée nationale. Comme quoi, vous voyez, l'envoi des actes pénaux par mail, ça pourrait éventuellement une simple virgule. Comment ? Vous oubliez de dire aussi qu'il y a les diligences que vous indiquez sur les actes quand vous obtenez des renseignements sur place, un déménagement, etc., qui permet ensuite, dans certains cas, d'identifier l'adresse de la personne signifiée. Il n'a pas une nouvelle adresse, il est toujours inscrit. On pense sincèrement qu'on ne voit pas comment une société privée, très franchement, pourrait... À notre avis, sans compter qu'effectivement, si ça arrivait... ce serait la mort du clerc significateur, à peu près 2000 licenciements pratiquement dans les 2-3 ans après que la loi soit votée, et au moins 3000 employés, et principalement des femmes, dans la profession. Parce que nous, la parité, chez les huissiers, on sait ce que c'est. Sur les 11 400 employés, il y a 8000 femmes quand même. Hein. À peu près 8000, hein, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Hein. Donc,
En plus, oui, je crois que c'est 400 employés, on est à peu près 11 niveau 400, national. c'est ça, au dernier. Ouais, c'est ça. 8000 femmes. Oui, à peu près 8000 femmes. Sans compter que nous avons, nous, un système de retraite complémentaire qui s'appelle la Carco, qui a rencontré de grandes difficultés, notamment avec les lois Fillon de l'époque. On a un plan de sauvetage qui court jusqu'en 2025. Il suffirait que dans la profession, on perde 1000 employés pour que ce plan de sauvetage soit caduque. Ça serait la liquidation de notre caisse de retraite complémentaire, avec toutes les conséquences que ça aurait. C'est évident, c'est vérifiable, ce n'est pas des choses qu'on invente pour essayer d'apitoyer. C'est la réalité, malheureusement. Voilà, Une remarque, Madame la Présidente, c'est juste, je suis sectorisé sur le premier, donc il m'arrive d'aller place Vendôme. Souvent, il y a des procédures pour dysfonctionnement du ministère de la Justice par lenteur. Et au niveau de notre profession, une fois que l'huissier possède les titres exécutoires, les dossiers sont toujours traités avec la plus grande rapidité. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, pour la CGT. Voilà, donc, mesdames, messieurs, nous avons donc effectué une analyse du rapport de l'IGF et du pré-projet de loi, dans le cadre de notre mandat, bien entendu, de défense des intérêts matériels et moraux des salariés, et au regard du justiciable que nous sommes aussi. Autrement dit, nos seules préoccupations tournent autour, d'une part, des questions d'emploi, de conditions de travail, et d'autre part, de la qualité des missions relevant du service public de la justice. Pourtant, il ne semble que ni le rapport, ni le pré-projet de loi ne sont vraiment s'en préoccuper autrement qu'à travers le prisme de l'employeur. Et nombre de dispositions et de mesures s'inscrivent dans une perspective du tout libéral et poursuivent un objectif de déréglementation cher à Bruxelles. Ainsi, pour nous, le pré-projet de loi sur les professions réglementées, élaboré au nom de la croissance économique et du développement ou de l'emploi en France, s'il était voté en l'état, risque de se traduire par ce contraire. Avant d'aborder les principales mesures contenues dans le rapport de l'IGF et le pré-projet de loi, vous me permettrez de donner quelques chiffres quant aux salariés de cette branche. Un peu plus de 12 000 emplois, dont 70% de femmes. 5% de cadres et par conséquent 95% de non-cadres. Sur les 95% de non-cadres se répartissent, les 95% de non-cadres se répartissent ainsi, 25% de personnel administratif et 70% de clercs. Donc, on vous donnera un dossier ensuite, effectivement, qui montrera la répartition de ces clercs, en sachant que 28% sont évidemment des clercs significateurs. Venons-en maintenant aux mesures et les dispositions préconisées. Sur la suppression du monopole de procédure des décisions judiciaires. Certes, elle ne fait plus partie du pré-projet. Pour autant, ce n'est qu'un pré-projet, ça peut en venir. D'accord, il n'y a pas de pré-projet. Mais bon, continuez votre analyse voilà. en disant, voilà, mais il n'y a pas de pré-projet de loi pour le moment. C'est simplement un texte qui a un moment à circuler, qui a été mis en réseau, non pas par nous-mêmes, bien évidemment, ni par le gouvernement, paraît-il, mais il n'y a pas de pré-projet. Je tiens à vous le signaler, sinon on travaillerait sur le projet. Bien. Donc, visiblement, cette suppression, c'est destiné à mettre en concurrence les huissiers avec les opérateurs privés. Pourquoi? Pour une économie d'échelle. En fait, je ne reviendrai pas à ce que dit mon voisin, M. Carlo. Il s'agit en fait de transformer le salarié en facteur de la signification et de construire un fast-food de la signification, puisque derrière, quand même, ne sont ni prises en compte les qualifications du salarié, ni prises en compte le conseil. Le salarié fait du conseil. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est eux qui côtoient quand même la misère sociale. Inévitablement, cette concurrence se traduira par des licenciements. Je ferai simplement remarquer qu'à chaque réforme, eh bien, c'est des centaines de licenciements. Chaque réforme dans la profession, ce sont quand même des centaines de licenciements. Sur la réduction de 20% des tarifs forfaitaires, on ne va pas revenir sur l'ensemble des chiffres distillés par le rapport, qui sont incontestables. Entre parenthèses, par rapport à ça, on pourra comme vous donner le salaire moyen des salariés, c'est quand même 28 000 € par an. C'est à titre de comparaison, bien sûr. Brut, bien, de toute façon, c'est toujours brut. Alors, loin de nous, évidemment, de maintenir la situation actuelle, mais nous estimons que la mesure préconisée
risque de générer des licenciements, puisque les employeurs vont tenter d'atténuer les effets de cette baisse des tarifs par ces licenciements, en utilisant les salariés comme variable d'ajustement. Pour autant, nous avons des propositions à faire. On pourrait avoir un mécanisme de péréquation avec une caisse de compensation qui permettrait effectivement de niveler, entre guillemets, mais de faire en sorte que les petites études puissent effectivement être au même niveau que les grosses études, au niveau des taux de marge, au niveau, entre guillemets, du chiffre d'affaires. Articulé à ce mécanisme, un autre mécanisme visant à modifier la part du salaire dans la valeur ajoutée aux faveurs du salarié et à favoriser l'embauche et l'évolution professionnelle. Par exemple, on n'est pas là pour faire de la technique, mais pourquoi pas avoir un intéressement national qui permettrait de niveler et en tout cas de permettre aux salariés d'avoir une juste rétribution de leurs efforts. Sur l'ouverture sans restriction de capital aux non-professionnels, que ce soit au travers de la SEL, enfin des sociétés d'exercice libéral, donc les SEL, ou bien les sociétés en participation d'exercice libéral, les SPEL, il s'agit en fait de faire passer ces entreprises dans les fourches codines de la rentabilité, avec évidemment son corollaire, la baisse des effectifs. Il n'y a pas dans l'histoire d'entrer dans les capitaux sans derrière une rationalisation des emplois. Sur la liberté d'installation, 2 éléments. Le premier, on peut parler du rapport de l'IGF. Nous, on était relativement d'accord à une seule condition. C'est que, que ce soit, à une condition, c'est que l'État puisse effectivement derrière assurer à la fois les besoins des populations et d'autre part l'emploi. Et donc derrière avoir ce qu'on appelle que ce soit encadré, entre guillemets, une planification qui permette effectivement à la fois que l'État puisse dire oui, là on peut s'installer, là non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on veut peut-être quelque part éviter ce qui s'est passé pour les médecins, les déserts médicaux. Ceci dit, le texte qui circule n'est pas du tout dans le même sillage, puisqu'il propose tout simplement la transformation de la compétence territoriale en compétence nationale. Et là, évidemment, on met en cause, non pas, il n'y a pas du tout il n'y a plus du tout de planification. Là, ça va être la concurrence. Donc les petites études vont évidemment fermer, les grosses vont pouvoir s'arracher, entre guillemets, les parts de marché, entre guillemets, et évidemment, ça va se solder par des licenciements. Sur les professions de l'exécution judiciaire, qu'on retrouve uniquement dans le texte qui circule, mais qu'on ne trouvait pas dans le GFF, quand même. Donc on a vu que c'est un alignement sur les lignes directrices de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. C'est en tout cas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Nous, ce qu'on pose comme question, c'est quel impact sur l'emploi? Quel impact sur la qualité des services? Parce qu'il y a quand même fort à parier que les huissiers, mais là pour le coup, elle arrive à éliminer d'une manière ou d'une autre les mandateurs et les commissaires-priseurs dans cette affaire. Ce qui va évidemment, de côté des commissaires-priseurs, c'est plusieurs centaines de licenciements, et côté des mandataires, c'est aussi plusieurs centaines de licenciements. Pour conclure, ce que nous on demande, c'est qu'évidemment il y ait un gel de cette réforme et qu'une négociation, une réelle négociation, s'engage pour éviter notamment ces pertes d'emploi et travailler à des évolutions qui permettent effectivement de préserver et de développer l'emploi et qui soient réellement des facteurs de croissance. Voilà. Pour la SPAC, CFE-CGC. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Monsieur le Vice-président. Je vais essayer de faire court. Il me semble que, au-delà des divers points annoncés par cette réforme, je souhaite essentiellement, le point le plus important, il me semble bien évidemment, ce sont les emplois, préserver les emplois existants, en espérant que cette réforme puisse augmenter le nombre des emplois, qu'elle facilite l'accès à la profession d'huissier aux personnes qualifiées et expérimentées qui travaillent actuellement dans les études. L'un des objectifs de cette réforme
que l'un des objectifs de cette réforme soit de développer les emplois qualifiés en s'appuyant sur la formation qui existe déjà grâce à l'école de procédure. Enfin, j'ai envie de dire que forcément, si les études, la profession prospère, ça sera nécessairement favorable à ses employés, à ses salariés, donc, et qui profiteront donc de meilleures conditions de travail. Une question avant de finir. Je crois que la réforme prévoit une augmentation des huissiers de justice. Est-ce qu'il serait possible de prévoir également d'augmenter l'embauche des salariés en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires et de l'activité, si réellement cette réforme peut le permettre? Merci. Pour la SPAC, CFE-CGC. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Monsieur le Vice-président. Je vais essayer de faire court. Il me semble que, au-delà des divers points annoncés par cette réforme, je souhaite essentiellement, le point le plus important, il me semble bien évidemment, ce sont les emplois, préserver les emplois existants, en espérant que cette réforme puisse augmenter le nombre des emplois, qu'elle facilite l'accès à la profession d'huissier aux personnes qualifiées et expérimentées qui travaillent actuellement dans les études. L'un des objectifs de cette réforme, que l'un des objectifs de cette réforme soit de développer les emplois qualifiés en s'appuyant sur la formation qui existe déjà grâce à l'école de procédure. Enfin, j'ai envie de dire que forcément, si les études, la profession prospère, ça sera nécessairement favorable à ses employés, à ses salariés, donc, et qui profiteront donc de meilleures conditions de travail. Une question avant de finir. Je crois que la réforme prévoit une augmentation des huissiers de justice. Est-ce qu'il serait possible de prévoir également d'augmenter l'embauche des salariés en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires et de l'activité, si réellement cette réforme peut le permettre? Merci. Merci beaucoup. Pour Madame Simon. FO. Voilà. Madame, Messieurs, je voudrais intervenir au nom de mon organisation sur la réforme générale des professions réglementées impactant bien évidemment le secteur professionnel que nous représentons ce soir. La situation des professions réglementées ne doit pas être appréhendée que sous l'angle comptable, ce qui conduirait à entretenir un rapport presque exclusivement quantitatif aux réalités de ces professions. Les professions réglementées ont une longue histoire, puisqu'elles prennent leurs racines en France, d'une certaine façon, au cours du Moyen-Âge, sous la forme des corporations. C'est important de le rappeler, car l'Europe et certains n'ont pas de mémoire ou bien ne veulent pas en avoir. Pour procéder à la réforme des professions réglementées, que le temps a patiemment tissée, il serait choquant d'avoir recours politiquement à l'article 38 de la Constitution. Le sujet, effectivement, mérite un large débat démocratique. Ceci étant dit, nous ne sommes pas devenus pour autant d'ardents défenseurs de certaines pratiques datant de l'Ancien Régime. Mais nous défendons l'idée qu'il doit exister une certaine autonomie dans la fixation des règles par les professionnels concernés par ces règles, ce qui pose la question de l'accès à certaines professions
qualifications requises, pour cela avec le souci de la qualité, bien évidemment, des prestations fournies et les principes de déontologie. Certes, il faut aujourd'hui remettre à plat un certain nombre de pratiques et d'habitudes, mais nous ne devons pas, pour la réalisation de cette tâche, nous placer sous l'angle de critères exclusivement économiques. Cette question de la déréglementation de certaines professions ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1959, avec le rapport Armand-Rueff, il s'agissait de, je cite, « proposer des réformes de nature à mettre fin aux situations de fait ou de droit qui constituent, d'une manière injustifiée, un obstacle à l'expansion de l'économie. » Déjà. Projet reformulé plus récemment avec le rapport de 2007 pour la libération de la croissance française issue de la commission Attali. Dans les deux cas, les professions réglementées sont dénoncées comme générant des rentes injustifiées, conduisant fatalement à limiter les emplois et le pouvoir d'achat des usagers, et donc, in fine, de freiner la croissance. Aujourd'hui, ce projet est essentiellement impulsé et orchestré par la Commission européenne, tel qu'il est formulé on ne peut plus clairement dans sa communication de 2013, relative à l'évaluation, je cite, des réglementations nationales en matière d'accès aux professions, laquelle s'intègre elle-même dans le programme plus vaste relatif à la mise en œuvre de la directive Services, un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services 2012-2015. Pourquoi ce rappel ? Depuis la séquence ouverte à partir des années 60, au travers des injonctions de la Commission européenne, le seul mot d'ordre est de se défaire de toute entrave, de déréglementer, pour démanteler de prétendus monopoles, pour favoriser une concurrence qui se voudrait être non faussée. Libéraliser les capitaux, la circulation, serait la solution à tous nos maux, dixit les discours de nos très nombreux experts. S'imaginer qu'il existe un lien causal et automatique entre, d'une part, la déréglementation et la libéralisation de tous les services, et d'autre part, la création d'emplois et l'augmentation du pouvoir d'achat des usagers, relève pour une large part, à notre point de vue, du fantasme. S'il s'agit de briser les monopoles, alors c'est une réglementation renforcée dont nous avons besoin et surtout pas du contraire. À cet égard, que faut-il entendre par déréglementation ? Comme vous le savez, s'agissant des professions réglementées, dont celle des huissiers, c'est l'État lui-même, via son autorité réglementaire, qui fixe les tarifs au préalable. Aussi, à supposer que ces tarifs sont trop élevés, c'est à l'État de redéfinir les nouveaux tarifs. Puisque ces honoraires ne sont pas librement fixés par la concurrence, mais par l'État, l'intention sous-jacente des chantres du toujours moins d'État n'est-elle pas de vouloir désengager l'État ? L'État ne devant plus contrôler, ni réglementer, ni même réguler. S'agit-il de redonner du pouvoir d'achat aux citoyens ? Ce n'est pas en rabotant les prix qu'on y arrivera. Pour notre organisation, cette politique économique n'aura d'autre effet que de provoquer une déflation et donc de nous entraîner dans une spirale encore plus négative. Nous devons renouer avec une politique économique capable de valoriser réellement le travail en augmentant notamment les salaires. Il faut, et d'autre part, farouchement attaché à la République. Nous sommes à ce titre attachés à la notion de service public, laquelle, elle, répond à d'autres types de critères
que les seuls critères économiques, à d'autres types de valeurs, d'abord et essentiellement qualitatives. La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, reste fondamentalement notre boussole. Nous devons assurer à tous les citoyens un égal accès aux services de qualité, condition même d'une liberté réellement effective de tous les citoyens, qu'ils soient français ou européens. Aussi, de nombreuses prérogatives d'ordre public aujourd'hui dévolues à certaines professions réglementées doivent le rester et être préservées des règles de la concurrence économique et d'une libéralisation à outrance. Les deux axes sur lesquels EFO demeure extrêmement vigilant sont, d'une part, la création, et non la perte, d'emplois, l'amélioration des conditions de travail des salariés concernés par la réforme, et d'autre part, la défense, et non leur dégradation, des services publics qui risquent de pâtir sévèrement d'une mise en concurrence sauvage de certaines activités, ce qui aura pour conséquence de dégrader le service rendu aux usagers. Alors oui, pour une remise à plat de certaines règles relatives aux professions réglementées, si cela a pour but de promouvoir le progrès social et humain. Je rajouterai. Donc, je finis 2 secondes, madame, mais non à la déréglementation pour la déréglementation, au démantèlement des règles qui régissent aujourd'hui ces professions et qui aura pour conséquence de favoriser les grosses structures et les centres urbains. Nous disons non également à la financiarisation de tous les services et donc à la détérioration systématique de nos conditions de vie. Je vous remercie. Excusez-moi, mais vous aviez fait une belle chute avec le progrès social. J'ai cru que c'était votre conclusion. Mais je tiens à vous assurer que nous ne sommes pas animés, nous, ici, et je ne pense pas davantage le gouvernement sur la déréglementation. C'est la question des charges, mais les offices publics ministériels, mais il ne s'agit pas de déréglementer les professions juridiques et judiciaires. Voilà. Pour l'UNSA. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Messieurs, Dames, bonsoir. Que vous dire de plus de tout ce qui a été dit déjà? Passer dernier, ce n'est pas forcément évident, mais je suis clerc significateur et un beau métier. Et ce que je voulais, de ce qu'on a entendu dans toutes les propositions, vraies ou fausses, comme vous nous avez dit ce soir que le projet était un peu utopique, c'est que notre métier, nous sommes assermentés. Et quid de remplacer l'assermentation par un mail, où on sait très bien qu'un mail peut être adressé n'importe où et peut être lu aussi bien à Marseille qu'à Paris, quand nous, dans notre profession, il est clair qu'on doit trouver la personne à l'adresse. Surtout pour un bail commercial, surtout pour des baux. Nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est vrai que toute cette déréglementation par les courriers électroniques, ça va être une perte d'emploi énorme. Et c'est ce qui nous inquiète énormément. Ce qui est clair aussi, c'est que la compétence nationale des huissiers va fermer les petites études. Alors, dans des endroits où il n'y a plus beaucoup de justice et l'huissier était présent pour donner conseil dans des petites villes de province, où il n'y a plus grand monde qui veut aller s'y installer parce qu'être avocat ou être magistrat, ou dans ces endroits-là, personne gagne vraiment son argent alors que l'huissier est nécessaire. Et comme a été dit par la CFTC, c'est vrai que la perte de beaucoup d'emplois fermerait la Carco, qui pour l'instant n'est pas au mieux et qui vivote comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et pour continuer avec vous, monsieur, oui. Vous avez parlé d'Internet et d'une signification électronique.
pour évoquer toutes les questions, d'une signification par voie postale, parce qu'il en a été question, vous savez, de l'AR qui coûterait moins cher. Je ne partage pas, hein, moi, à titre personnel, hein, cette approche, mais je pense qu'il est important d'entendre ce que vous argumentez pour considérer que ce n'est pas la bonne chose. Il est clair que, voyant travailler, et encore sans aucune animosité pour la Poste, voyant travailler le facteur, si le nom figure sur la boîte aux lettres, il n'ira pas chercher la personne, ou s'il n'y a aucune indication possible, bien sûr, il mettra l'avis de passage, sachant que nous, on voit souvent sur le terrain que 30% des gens gardent une petite boîte aux lettres là, sans habiter forcément là. Donc, quid de la procédure et de la véracité de la signification? Jurisprudence, hein, qui explique bien sur le retrait des plis, ça on sait faire, les magistrats savent faire. Simplement, il n'y aura pas, moi il me semble que l'argument c'est qu'il n'y aura pas ce conseil juridique que vous donnez au moment où vous notifiez l'acte. Il est clair que... Donc, je voudrais savoir si vous pouvez nous garantir d'une façon très formelle qu'effectivement, le clerc tel que vous êtes, et comme vous êtes nombreux sur le territoire français, remplissent leur mission de cette façon-là. Il est clair que, comme a dit mon collègue, sur Paris, on va impacter 30% des gens, parce que la plupart du temps, c'est des sociétés avec des avocats, des juristes et tout ça. Mais hors de Paris, qui est aussi important, dans les petites villes, quand vous avez quelqu'un qui frappe chez vous pour vous dire que vous avez un acte d'huissier, c'est vrai que ça peut être la terreur pour beaucoup de personnes. Donc c'est là où les gens sont forts pour expliquer, et pour détendre un peu, leur donner les recours, leur donner tous les plans juridiques pour les aider, en fait. Merci beaucoup. Voilà, je peux juste intervenir pour la signification avec les facteurs, enfin les recommandés. C'est une précision. De temps en temps, on nous donne entre nos mains des référés d'heure à heure. Donc sur l'ordre du magistrat, on doit signifier, par exemple, le 28 avant 14 heures. Si on se présente sur les lieux et que suite à une enquête, on apprend que la personne est déménagée toujours dans notre secteur, enfin au niveau territorial, on se transporte et on signifie. Si c'est un avis, la procédure sera caduque, puisque de toute façon, ça n'a pas été signifié dans les délais de l'ordre du magistrat, telle heure, tel jour. Ça, ce sont les procédures d'urgence, hein, mais il y en a régulièrement. Voilà, c'était juste en aparté. S'agissant des tribunaux administratifs, vous intervenez très peu. Très peu. Ouais. Non, je dis c'est surtout. On le fait par écrit. Oui. Voilà, c'est surtout au niveau des actes judiciaires. On le fait par voie recommandée. Citation, voilà. Voilà, en tribunal administratif, on le fait par voie recommandée, par voie postale. Voilà, mais dans les procédures, les référés d'urgence, on revient à la base, quoi. C'est vrai qu'il faut se transporter, chercher, trouver et remettre dans les délais impartis, sinon la procédure est caduque. On vous remercie. De péréquation dont vous avez parlé entre les petites études et les grosses études, est-ce qu'il y a une réflexion avancée sur ce point ou pour le moment, je crois que c'est vous, monsieur, qui en avez. Effectivement, on en avait effectivement parlé à ce moment-là. On a vu que c'était un principe politique et que derrière, on était prêt à y travailler de manière technique, à la fois sur la caisse de compensation, c'est comme ça qu'on appelait ça, et puis à la fois sur l'articulation avec, derrière, eh bien, un autre partage de la valeur ajoutée. Voilà, donc c'est au profit notamment des salariés. Donc c'est de lier les deux. Si effectivement le principe était retenu, évidemment, on pourrait se mettre à y travailler ardemment pour qu'on puisse trouver une solution. Mais je pense que de ce point de vue-là, ça pourrait être, là pour le coup, une solution au regard de la croissance et puis au regard du maintien de l'emploi quand même. Passer la parole au vice-président. Non, c'était simplement sur l'idée de volume d'activité, de rapport d'huissier au volume d'activité ou au volume de formalités accomplies. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Je crois qu'un d'entre vous a parlé de salariés qui pourraient devoir être recrutés à raison de l'importance de l'étude. Je crois que c'est vous, madame. Et en élargissant le débat au niveau des huissiers d'une manière générale, est-ce que vous considérez qu'il faudrait faire un rapport entre le nombre d'actes réalisés, c'est-à-dire le volume d'activité, et le nombre d'huissiers, non pas de clercs, mais de création d'huissiers, pas nécessairement d'office, mais d'huissiers de justice.
au regard d'un volume d'activité important qui ne permet plus à l'huissier en tant que tel d'accomplir sa tâche d'officier ministériel. Cette étude pourrait être faite, sauf qu'elle serait entre Paris et la France, il y a une grande disparité en fait. Enfin, Paris et la région parisienne. C'est vrai que le nombre d'actes sur Paris est... Comment vous expliquer ça ? Il y a beaucoup plus d'actes sur Paris, mais les distances sont beaucoup plus petites en fait. Donc on peut signifier plus facilement entre guillemets. Et on a un rapport qui est différent par rapport à la province, où là les distances sont déjà beaucoup plus étendues et les actes sont beaucoup moins fréquents. Enfin, il y a beaucoup moins de volume. Donc si on faisait sur la France un ratio sur la France, ça serait pas, il faudrait faire région par région, ce serait peut-être plus... Parce que les huissiers, il en manquerait peut-être en France, mais moins sur les grandes régions comme Paris, comme les grands pôles, on va dire. S'il vous plaît. Oui, je voudrais aborder le problème sur la compétence territoriale. C'est-à-dire que sur le national, le régional ou sur la compétence de la Cour d'appel. Le problème qui va se passer, c'est que les grosses études, par exemple parisiennes, qui actuellement partagent le fromage, si vous voulez, avec les autres études d'huissiers en banlieue, par exemple, auraient le monopole pour le signifier pour eux. C'est-à-dire, ils mettraient, par exemple, un huissier salarié à droite, un autre à gauche, et ça ferait perdre de l'emploi, et beaucoup d'études fermeront. Là, on est au département. On est au TGI. Voilà. On est au TGI, là. Donc... Écoutez, non, Madame la Présidente, j'ai pas de questions. Eh bien non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, j'ai pas de questions, je suis à peu près d'accord avec tout ce que j'ai entendu et par ailleurs, tous les sujets ont été abordés. Alors on pourrait approfondir tel ou tel secteur de vos interventions, mais enfin bon, globalement, vous nous avez éclairé sur l'ensemble. Je veux simplement ajouter une chose qui va dans votre sens, dans le sens des dernières interventions, c'est que dans un certain nombre de procédures, les notifications se font par lettre commandée AR. Prenons par exemple les convocations devant le juge aux affaires familiales, prenons par exemple la notification d'un jugement d'un conseil de prud'homme pour faire courir le délai d'appel, et quand la lettre commandée revient, eh bien les greffes avisent les parties pour leur dire « faites signifier par huissier ». Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui ont des conséquences extrêmement importantes pour la vie des gens. Vous l'avez dit, vous êtes confrontés quotidiennement au désarroi que procure telle ou telle décision de justice pour celui qui l'a subie. Et il est donc extrêmement important qu'il y ait une fiabilité, qu'on fasse le maximum pour avertir la personne qui est concernée par une décision de justice. Et donc, dans ces cas-là, je viens de le dire, le greffe vous renvoie ça en disant « essayez de... » Voilà. Voilà, donc moi, j'ai rien à ajouter. Je suis à peu près d'accord, comme praticien, avec tout ce que vous dites. Juste sur le point sur la lettre recommandée, le problème, c'est pour les délais. Les délais qui courent, ils partent à quel moment? Quand la lettre a été postée, quand la lettre a été retirée, si elle est retirée, parce qu'elle est en instance, par exemple, 15 jours à la poste, tandis que chez nous, chez les huissiers de justice, elle est en instance 3 mois. Donc, oui, mais bon, c'est quand même non. Voilà. On signifie un acte, ça garantit la date et le contenu certain. C'est surtout ça par rapport à un recommandé où la Poste a tendance à faire de plus en plus appel, les prestataires extérieurs. Et, on a tendance à fouiller un petit peu, à retarder, à égarer, enfin j'en passe.
Est-ce que vous considérez que votre métier de clerc assermenté, significateur, a beaucoup évolué ces dernières années? C'est un métier de chasseur, entre guillemets. Donc il y a une évolution, les gens sont de plus en plus procéduriers, mais à la base, c'est toujours une recherche qui devient de plus en plus compliquée, parce que les gens se cachent de plus en plus. Donc, que vous dire, et je vous dis, en plus, ils sont de plus en plus agressifs. Donc c'est la complexité des procédures et puis la dangerosité l'agression des débiteurs. Mais sinon, le principe de base, c'est toujours de rechercher dans la compétence territoriale et remettre. Donc, de ce côté-là, ça ne bouge pas. C'est des situations qui se... Et donc, moi, j'ai commencé en banlieue. C'était très dur. Maintenant, j'aurais du mal à retourner à signifier dans les tours. Parce que la police ne venait pas. Moi, déjà, j'ai connu Colombes dans les années 80. C'était déjà la police, c'était interdit. C'était outrage, de toute façon. Alors, imaginez maintenant... Et on allait signifier des loyers. Il y avait aussi des citations correctionnelles pour vol, agression, etc. Parce qu'ils ressortent. De toute façon, on peut pas aller. Sinon, les prisons seraient. Et c'est pas facile parce que. Mais je pense qu'on avait le cœur léger ou de l'inconscience, sûrement. Moi, j'ai subi des jets de pierre, comme en Syrie bientôt. C'était. Oui, mais ça devient. Voilà, non, mais mes collègues qui démarrent ou qui font la banlieue, c'est pas facile. Et ça devient de moins en moins facile de ce côté-là, oui. Juste un dernier point. Après, j'arrête. J'arrête. Pour vous dire aussi qu'il y a l'École nationale de procédure qui forme environ 1000 employés tous les ans, les clercs significateurs, les employés d'études, les stagiaires qui sont rémunérés au SMIC. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de branches en France qui rémunèrent les stagiaires comme ça. Donc environ 1000, et c'est une structure qui date depuis 1960. C'est quand même du costaud. Donc, je vous ai donné une brochure. Une brochure que vous pouvez voir. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous tous. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous.